Il en est tout autre. On va parler expérimentation scientifique parce que les campagnes de mesure, c'est absolument indispensable à la fois pour vérifier nos modèles et aussi pour calibrer les satellites, etc. et pour améliorer la connaissance en météorologie. Donc aujourd'hui, on va avoir la présentation d'une expérience fameuse qui s'appelle IMEX, qui est un programme vertigineux qui est multidisciplinaire et qui va rassembler de nombreux laboratoires qui vont travailler ensemble pendant 10 ans. Donc il y aura des périodes intenses. Et c'est Véronique Ducrot qui nous expliquera cela, qui est chercheur donc au Centre national de recherche météorologique de Météo France. Et pour aller très vite et pour savoir si le printemps ce sera pour demain ou pour l'an prochain, je passe le micro à Joël Collado. Ah bon. Normalement tu as un beau micro à côté de toi. Bonsoir, merci d'être venus nombreux comme l'a dit Guy tout à l'heure. Alors, on va parler effectivement du temps qu'il fait et du temps qu'il va faire dans un premier temps, avant de parler de l'expérience IMEX. Parler du temps qu'il fait, c'est parler d'un temps qui est à peine printanier. Enfin, quoi qu'on n'a pas trop à se plaindre ici dans le sud-ouest, comparé au nord de la France, où cet après-midi, par exemple, il faisait encore 0 du côté du territoire de Belfort, 0 degré du côté de Colmar, 3-4 degrés du côté de Clermont-Ferrand. Et nous, on était quand même à 13-14 degrés, ce qui était même largement meilleur que sur la moitié nord de la France. Alors, un petit peu comme d'habitude, vous présentez quelques images avant de vous présenter les modèles et de voir un peu le temps pour le week-end de Pâques. Vous présentez ce superbe globe MSG qui vous montre en direct, presque en direct, ce sont les images de ce matin, la répartition des systèmes nuageux à la surface de la planète qui, on le voit ici, est bien ronde. Et si on anime un peu, on voit également que le soleil se lève bien à l'est et que la moitié, l'hémisphère nord comme l'hémisphère sud est éclairé en même temps, donc on est bien à l'équinoxe de printemps. Et donc, magnifique image qui est disponible tous les quarts d'heure et qui permet de voir donc la répartition des systèmes nuageux avec une particularité, c'est la réflexion du soleil ici sur l'océan Indien, la tache réflexion spéculaire du soleil sur l'océan Indien qui donne cette tache très lumineuse ici sur cette partie de l'image. De voir que l'équateur thermique est toujours présent avec une activité qui est quand même très faible sur la partie océanique, un peu plus marquée en s'approchant de l'Afrique avec des grosses cellules orageuses, que dans l'hémisphère sud, il y a un système perturbé très actif qui circule sur tout l'hémisphère sud, et que sur l'hémisphère nord, il y a également un système nuageux très actif qui est au large là, de nos côtes, qui est au large du Portugal et au large des îles britanniques, avec une très très profonde dépression sur le centre de l'Atlantique qui génère tout un tas de systèmes nuageux, dont un est en train de passer ici, est passé aujourd'hui sur la partie sud de la France. Donc premier système nuageux qu'on va voir, si je retrouve mes images, voilà, qu'on retrouve ce matin sur la France avec des images visibles. Alors la définition est un peu différente et certainement un peu meilleure. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran. On retrouve la partie active, la partie dynamique de cette perturbation qui s'est tirée ce matin du sud-ouest jusqu'à la Franche-Comté, aux Alpes et au bord de la Méditerranée. Et puis derrière, on avait ce que l'on appelle une goutte froide d'altitude, avec aux premières heures de la matinée beaucoup de stratus, beaucoup de nuages bas. Et puis très vite, l'instabilité se met en place et on voit apparaître des nuages bourgeonnants qui se développent d'abord près de la Manche, où la convection se met en place, et puis cette convection se met en place ici sur une grande partie de la Normandie, de la région parisienne, sur la Champagne, les Ardennes un peu plus tard. Et sous ces nuages, ils ont de la chance, ils ont eu de la neige encore un peu aujourd'hui là, sur la région parisienne. Alors ça ne tenait pas au sol, ce n'était pas la situation d'il y a 15 jours. Il n'y a pas eu des congères ni des quantités de neige importantes, mais ils ont eu des petites giboulées de neige qui sont mis en place autour de cette goutte froide qui s'est installée sur la Belgique. Et puis on voyait que la pointe bretonne était pratiquement la seule région de France aujourd'hui à pouvoir profiter d'un peu de soleil. Ça ne va pas durer, mais ils ont profité d'un peu de soleil. Alors au niveau des précipitations, on peut voir que les radars montrent ce système perturbé relativement actif qui a traversé une grande moitié sud de la France. Ce matin, j'ai dit au sud d'une ligne Bordeaux-Colmar. Ça faisait le sud, pour Colmar, c'est quand même bien un peu dans l'est, quoi. Et donc, sur la partie nord de cette perturbation ici, c'était souvent de la neige. On a eu de la neige encore à basse altitude sur la Franche-Comté, sur le sud de l'Alsace. Il y avait tout à l'heure des pluies verglaçantes. Bref, c'était un temps qui n'était pas du tout printanier. Et on peut voir ici la partie la plus active de la perturbation qui avait traversé très tôt le sud-ouest et un paquet un peu plus actif ici sur le département de l'Hérault
qui a donné en quelques heures quand même autour d'une centaine de millimètres hein, sur les hauteurs de l'Hérault. Donc on verra tout à l'heure hein, avec l'expérience IMEX, hein, les pluies sur l'arc méditerranéen. Vous voyez que l'activité a été assez marquée sur... Alors tout simplement parce qu'il y a une tranche de vent d'est qui s'est mise en place sur la côte provençale et sur le littoral du Languedoc. Donc ça a créé une zone de convergence ici qui a retardé le déplacement de cette zone précipitante. Et donc du coup pendant quelques heures, il y a eu une activation de cette perturbation. La perturbation s'est activée sur cette zone-là. En plus le relief qui a joué un rôle. Donc deux rôles, la convergence, le relief, et ça a entraîné des précipitations un peu plus importantes. Sinon, la lame d'eau était de l'ordre d'une vingtaine de millimètres. Alors, la réalité, c'était celle-ci, et la prévision, c'était celle-là. La prévision, c'était celle-là. On va revenir à... Non, ça c'est demain. On va revenir à aujourd'hui. Voilà à peu près la prévision pour midi. Si je me cale à peu près à la même heure ici, on va se mettre à 9h. 9h10, voilà. 8h, 9h, j'ai raté. Voilà, la réalité, la prévision. Bon, on peut faire mieux, certes, mais c'est pas mal. Hein, ça, c'est la prévision du modèle AROM hein, qui vous montre la petite zone précipitante, là, un peu plus active sur le département de l'Hérault, la zone précipitante plus active sur le département de l'Hérault, des précipitations qui sont moins bien calées ici sur l'Aquitaine, alors qu'ici, elles sont plutôt sur la Gascogne et Midi-Pyrénées. Mais globalement, on a bien le bon scénario dans la partie sud, avec une répartition des précipitations qui est parfaitement correcte. Et après, le modèle n'avait pas encore réagi à 9h du matin sur cette zone de gouttes froides où il y avait les petites averses de neige, mais dans les échéances suivantes, vous allez voir qu'il réagit très vite pour mettre des petites averses de neige dans la zone où effectivement il y a eu des averses de neige. Donc une très bonne qualité de la prévision des précipitations avec le modèle AROM. Je voulais vous montrer également les nuages, si j'y arrive. Voilà. Ah non, ça c'est la surprise après, mais je ne vais pas y arriver. Non, ça c'est la surprise d'après. Là. Ah oui, voilà, les nuages, la prévision des nuages bas avec le modèle. Il y a une bonne similitude également avec le modèle sur la remontée des nuages qui remontent du sud-ouest, qui viennent jusqu'à la Franche-Comté, jusqu'au sud de l'Alsace, et un ciel qui est bien différent avec de belles éclaircies ici sur Pointe-Bretonne jusqu'à la région Poitou-Charentes. On a bien le bon schéma de répartition des systèmes nuageux. Donc le modèle AROM a fait correctement son travail encore, et de plus en plus. Il y a une amélioration énorme de la qualité des prévisions sur une journée, puisque le modèle tourne toutes les 3 heures, mais nous donne une prévision que pour une trentaine d'heures, et on a une très nette amélioration de la qualité sur la répartition des précipitations, des nuages, sur la qualité des régimes de vent, sur l'ensemble des paramètres qui nous intéressent pour faire d'excellentes prévisions. Et maintenant, sinon je vais tenir toute la soirée, maintenant la prévision du week-end de Pâques. Alors en sachant que demain, on va commencer peut-être par demain, là. Cet énorme ruban que vous voyez ici, là, bon, bah, il se déplace hein, traditionnellement d'ouest en est, hein, donc il arrive. Et quand il va arriver sur la partie sud-ouest, ici on n'a pas trop de crainte. Par contre, quand il va arriver sur la Bretagne, où le temps est encore froid, il va y avoir des problèmes de neige demain matin. Et la Bretagne risque d'être encore un peu enneigée. Alors, c'est pas la situation de la semaine dernière, mais on a encore une situation à neige que je vais essayer de vous montrer là. Donc ça, c'est le modèle CEP sur la répartition. Oh, attends, mais je me mets au 2 avril, moi ça va pas, on n'y est pas encore. On va pas tout dévoiler. Dimanche 31. Voilà la prévision pour aujourd'hui, pour cet après-midi. Hein. Donc la perturbation, elle passe bien au sud. Petite réaction avec la goutte froide qui est ici, hein, le petit minimum d'altitude qui est ici, et donc les précipitations qui se mettent en place sur la moitié nord de la France, côte de la Manche, sur la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais. Et puis ce vaste ruban pluvieux qui s'organise ici sur le proche Atlantique autour d'un vaste minimum qui est centré sur le sud du Groenland. Ça, c'est la prévision. Ça, c'était le temps de cet après-midi, donc la prévision qu'a faite ce matin. Pour ce soir, cette perturbation s'en va, la goutte froide s'en va, celle-ci approche, et on peut voir très vite que le bleu, c'est la pluie, et le rouge ici, c'est la neige. Donc le modèle réagit pour mettre de la neige sur le Finistère, le Morbihan et sur une partie des Côtes d'Armor, entre 3 et 5 cm. Et qu'ensuite cette perturbation dans la journée de demain va plonger
en se désagrégeant un peu sur la partie sud. Donc il repleut un peu demain sur la région toulousaine. Et vous avez un peu de neige sur les Alpes. Ça c'est pour vendredi 12h. Hein. Pour demain, midi, on est là. Pour samedi, cette perturbation se désagrège. On garde un temps froid sur les régions du nord, un temps pluvieux sur cette partie centrale avec quelques flocons sur les bords de la Loire. Et sur la région toulousaine, on a de la pluie pour samedi matin. Ensuite, samedi après-midi, samedi dans la matinée, les pluies deviennent de plus en plus marquées. Petite réaction avec de la neige, donc Normandie, région de l'Est, en passant juste sur la région parisienne. Ensuite, pour la journée, pour samedi après-midi et dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, on a encore ce régime pluvieux qui reste sur nos têtes. Là. La journée de dimanche, ça s'arrange un peu, elle est partie. Hein, la goutte froide associée, le système est parti. On a un petit effet dorsal, mais il y en a une autre qui arrive très vite. Hein, donc vous allez voir que lundi matin, lundi après-midi, et donc entre dimanche et lundi, on devrait quand même trouver un temps beaucoup plus calme. En sachant que samedi, ce sera certainement la journée la plus pourrie de ce week-end, et que demain, entre le passage de cette petite vague qui va arriver de l'ouest et donner de la neige en Bretagne, paradoxalement, le vent va s'orienter au sud chez nous et on pourrait, au pied des Pyrénées, frôler les 20 degrés. Alors imaginez, il va neiger sur le Finistère, le Morbihan, et il va faire 20 degrés au pied de la chaîne des Pyrénées. Donc il y a un contraste qui reste très très marqué. Donc le nord, par contre, vous pouvez voir, hein, le nord, si je recommence... Hein, le nord, vous voyez, on est toujours dans la même configuration, hein, dans cette bordure d'air froid, et ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Le nord, ils vont rester globalement encore une bonne semaine dans l'air froid. Et les prévisions mensuelles que j'ai consultées hier, là, qui étaient sorties hier, montraient que le nord restait encore 2 semaines dans l'air froid, en plus de cette semaine, quoi. Donc ça fait 3 semaines de froid sur la partie nord de la France et un temps un peu plus doux sur la partie sud. Et puis ça, c'est la semaine prochaine, mais là, c'est de l'utopie. Là, hein. Là, c'est pour jeudi prochain. Les modèles, à partir de J+5, là, à peu près, il y a de très très grosses divergences sur la gestion de cette goutte froide. Et vouloir donner de manière précise le temps qu'il fera en deuxième partie de semaine prochaine est un peu utopique. On sait que globalement, ça ne se réchauffe pas. C'est déjà une information. Hein, et que c'est une des solutions. Cette solution montre qu'il pourrait, avec cette goutte froide qui est baladeuse, là, pour la semaine prochaine, peut-être en voir encore un peu de neige hein, sur la région parisienne, sur le nord. Et maintenant, ils sont habitués, ils ont des chasse-neige, ils ont tout équipé. Donc, c'est parfait, quoi. Voilà, donc ce qui s'est passé aujourd'hui sur l'Hérault, on va peut-être en parler tout à l'heure avec l'expérience IMEX. Hein, c'est un cas particulier de pluies printanières qui n'ont pas encore pris un caractère orageux aujourd'hui, heureusement, parce qu'on a eu 100 mm sans qu'il y ait un seul impact de foudre, sans que ça soit orageux, c'est déjà pas mal. Alors si on imagine la même situation à l'automne quand la mer est chaude, ça doit faire des quantités beaucoup plus impressionnantes. Bon voilà, je passe la parole maintenant à Véronique Ducrot, en vous souhaitant quand même un bon week-end de Pâques. Hein. Merci Joël. Bonjour. Allô, on a un problème d'écran. Ah oui, c'est le deuxième. Ouais. Y a ton nom là-haut, c'est bien. Tac. Il veut pas. Il s'est mis en veille, non ? Non, ça marche pas. Il y a un souci. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, mais c'est assez sous Linux, moi. Tu veux que je t'ouvre un écran ? Tu as un PowerPoint sur une clé ? Non ? Une clé, je te charge.
Je vais redémarrer. Bon, avant, en attendant, Tu veux que je meuble là? Oui, donne-moi la clé, je vais te charger, ouais. Joël a été trop bavard. Ça a fait chauffer l'écran et ça marche plus. Attends, je vais te l'ouvrir. Qu'est-ce que tu veux que je te mette? IMEX? Non, il y en a plein. Prends date de modification. Clique sur date de modification. Et prends le dernier. Descends. Je descends là. Jeudi 28 mars, voilà. Ça marche pourtant, non? C'est sous OpenOffice, t'as pas d'animation bizarre, non? Si. Ouais. Je vais essayer de redémarrer. Bah écoute, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de redémarrer. Je vais te l'ouvrir là. Ouais. Faut le poser, tu le poses sur le menton comme ça. Oh, que ça m'a fait. Alors, c'est qu'on ait le diaporama. Vas-y, attends. Voilà. Ah. Mais Pendant que celui-ci redémarre clique parce si tu qu'il y veux. a un problème avec les animations. Là. Ouais, sûrement. Voilà. Donc IMEX, c'est un programme qui porte sur le cycle de l'eau en Méditerranée, avec un focus particulier sur les événements intenses hydrométéorologiques, que sont les pluies intenses et crues rapides, les sécheresses et les vents violents qui entraînent des mécanismes au niveau de la mer Méditerranée. Donc c'est un programme sur 10 ans qui a commencé en 2010, avec pour objectif tout d'abord d'améliorer la prévision des risques hydrométéorologiques en Méditerranée. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon PC. Que sont le ruissellement, les crues rapides, les inondations, les submersions marines, les vents forts, les fortes houles et les vagues, ainsi que la foudre, et ceci dans un contexte de changement climatique. Il faut savoir que les inondations en Méditerranée coûtent chaque année plusieurs milliards d'euros en termes de dégâts et font assez souvent également des victimes. Alors que ce soit sur les rives nord, mais aussi sur les rives sud, Alger en novembre 2001 a fait plus de 800 victimes, les inondations d'Alger. Il faut savoir aussi qu'avec le changement climatique, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation du nombre d'événements de pluie intense. En tout cas, c'est ce que indiquent certains scénarios climatiques. Ensuite, le second objectif d'IMEX, c'est d'améliorer le suivi de la ressource en eau à l'échelle du bassin méditerranéen et de fournir des outils pour guider les mesures d'adaptation au changement climatique. Le pourtour méditerranéen concentre... Oui, mais je ne vois pas tout. Donc,
Oui. Non, mais c'est pas grave. Je vais suivre le texte là. Puis, bon. Je suis vraiment désolée. Ça marchait bien avant. Voilà. Bon, alors, je reprends. Le second objectif, donc, c'est d'améliorer le suivi de la ressource en eau à l'échelle du bassin méditerranéen et de fournir des outils pour guider les mesures d'adaptation au changement climatique. Le pourtour méditerranéen concentre en effet la moitié de la population mondiale qui est qualifiée de pauvre en eau, avec en plus une demande qui a doublé dans les 50 dernières années. Également, il faut savoir qu'avec le réchauffement climatique, on prévoit une augmentation de la durée des périodes de sécheresse et une forte diminution des précipitations annuelles. Le troisième objectif cherche à améliorer les modélisations régionales du système Terre et produire de nouveaux scénarios climatiques couplés pour la Méditerranée. En effet, la Méditerranée est une des 2 régions au monde les plus sensibles au réchauffement global, où on s'attend à des impacts plus importants. Et aussi, en Méditerranée, on a des processus de petite échelle et des processus couplés aussi entre l'air, la mer et le continent qui font qu'on est obligé de travailler à une échelle qui est plus fine que dans d'autres parties du globe pour les scénarios climatiques et aussi d'avoir une modélisation climatique régionale couplée. Voilà. Donc la stratégie d'observation est basée sur une approche imbriquée, multidisciplinaire et multi-échelle. Alors multidisciplinaire parce qu'on porte à la fois sur l'océan, l'atmosphère, l'hydrologie, et aussi il y a un volet sciences humaines et sociales. Multi-échelle parce qu'on s'intéresse aux échelles du processus, à la méso-échelle, quelques dizaines de kilomètres, jusqu'aux échelles des simulations climatiques régionales. Alors, le programme d'observation est composé de trois types de périodes. La première période est ce qu'on appelle la LOP, la Long Observation Period. C'est une période qui repose sur les réseaux d'observation opérationnelle et les observatoires de recherche sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Cette période d'observation dure 10 ans, donc toute la durée de vie du programme. Et en fait, avant tout, c'est rendre accessibles les données pour la recherche. À l'autre extrémité, on a ce qu'on appelle les Special Observation Periods, les SOP. Ce sont en fait des campagnes de mesure où on va déployer des moyens importants, des moyens de recherche, des bateaux, des avions, pour étudier des événements intenses en Méditerranée pour l'étude des processus. On en a eu 2 campagnes de mesure, une à l'automne dernier qui a été dédiée aux précipitations intenses et crues rapides, donc je vais vous en parler beaucoup plus tout de suite, et puis une seconde qu'on vient de finir qui était dédiée aux échanges air-mer intenses, c'est-à-dire les vents régionaux et la formation d'eau dense en Méditerranée. Et puis entre les deux, on a des périodes d'observation renforcées de quelques années dans des régions qui sont soumises à des événements intenses. Ceci est pour traiter des phénomènes que l'on a du mal à observer sur de courtes périodes. Par exemple, des mesures hydrologiques, la réalisation de mesures hydrologiques lors d'événements de crues rapides sur des bassins instrumentés de petite dimension. Voilà. Parfait. Donc on va maintenant parler plus de la SOP1, qui était dédiée aux pluies intenses et crues rapides en Méditerranée nord-occidentale. Donc ça a duré du 5 septembre au 6 novembre 2012. Alors le phénomène météorologique est celui qu'on classiquement connu, c'est-à-dire à la fin de l'été et à l'automne, avec une mer Méditerranée qui est chaude, on a la formation de pluies intenses sur les reliefs, de systèmes précipitants sur les reliefs. La mer apportant de la chaleur et de la vapeur d'eau au vent marin qui va donc se charger en humidité et devenir conditionnellement instable. Ce vent marin va avec... oui, non, c'est bon. Pardon, je croyais que tu voulais montrer. Précédente.
Oui, je suis vraiment désolée, les transparents sont décalés. Donc, ce flux de basse couche, lorsqu'il va arriver sur les reliefs, va être contraint à s'élever, comme on le voit ici, et sous l'effet du soulèvement, on va avoir condensation et déclenchement de la convection, avec la formation d'orages et les précipitations donc qui tombent sur le relief. Ceci va amener des crues rapides et du ruissellement, puisque les bassins versants de la région méditerranéenne sont pour la plupart de petits bassins versants ou moyens bassins versants de quelques milliers de kilomètres carrés, voire quelques dizaines de kilomètres carrés, avec des temps de réponse très courts, de quelques heures. Voilà. Alors ça, c'est le schéma classique, bien simple, mais en fait, dans la réalité, c'est bien plus complexe. Par exemple, ce flux de basse couche humide et instable, avant d'arriver sur la Méditerranée, il a toute une histoire. Il peut venir de l'Atlantique ou il peut venir de l'Afrique. Et puis aussi, il peut être présent déjà quelques jours avant sur la Méditerranée. Un coup de Mistral, hop, ça se retourne. Et voilà. Donc selon son histoire, il va être plus ou moins capable de se charger en humidité. Ensuite, là, on a un relief. Mais en fait, c'est pareil. Le pourtour méditerranéen, ce n'est pas un seul relief, mais un ensemble de chaînes montagneuses. Les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, et puis des îles montagneuses aussi. Donc tout ceci canalise les vents sur la mer Méditerranée. On a du contournement, donc on a de la convergence, comme Joël a dit. Et donc les précipitations, elles sont pas toujours sur le relief. On peut les avoir sur plaine. Et puis des fois aussi, les orages entrent dans la partie et créent de l'air froid sous ces orages et qui jouent le rôle de relief. Donc on peut avoir aussi, dans certains cas, des précipitations qui vont se trouver bien en amont du relief. Voilà. On va passer à la suivante. Ah, c'est long. Voilà. Donc ça, c'est la vue l'ensemble des moyens déployés pendant cette campagne que l'on a eue à l'automne dernier. Donc c'est une campagne de grande envergure qui a concerné toute la Méditerranée nord-occidentale. Il y a eu à peu près 200 instruments qui ont été déployés pour la campagne et puis 300 scientifiques impliqués. La stratégie, c'était d'avoir plusieurs zones cibles pour l'étude et la documentation des systèmes précipitants que vous avez ici représentés par ces petites, par ces petites boîtes bleues. Donc la région de Valence, la Catalogne, les Baléares, la région Cévennes-Vivarais, mais qui était très très grande, c'est tout le sud de la France. Au départ, on était parti avec une petite boîte et puis petit à petit, elle s'est élargie. La région de Ligure, Toscane, la Corse, le nord-est de l'Italie et Italie centrale. Donc sur ces sites, en particulier là où c'est encadré en rouge, on a déployé des instruments de recherche au sol. Et puis dans cette ellipse-là, c'était un petit peu le rayon d'action des plateformes instrumentées mobiles, comme les avions et puis les bateaux. 300, oui, j'ai déjà dit. Comment on fait pour aller ? Alors, les événements précipitants que l'on a eus au cours de la période. Donc, sur cette carte est représenté en chaque point est un pluviomètre. Donc, en chaque pluviomètre, on a représenté le maximum de précipitations quotidiennes sur toute la période. Donc, on est au-dessus de 100 litres par mètre carré quand on est dans les points rouges, jaunes, blancs, roses. Donc, vous voyez qu'on a eu des événements de précipitation sur toute notre région d'intérêt. Un peu plus en Italie, qui est bien colorée. Un peu moins que la moyenne en région Cévennes-Vivarais cet automne. Voilà. On va passer à la suivante.
Voilà. Donc là, c'est un calendrier des périodes d'observation intensive. Donc les périodes d'observation intensive, c'est les jours où on a déployé des moyens sur alerte. Donc là, vous avez donc le mois de septembre, le mois d'octobre et fini ici au novembre. Ici, vous avez les différents sites. Donc les sites italiens, Nord-Est Italie, Ligurie Toscane, Centrale Italie. Ici, les sites espagnols en vert, donc la région de Valence, Catalogne, Baléares. Et puis en violet, donc la région Cévennes-Vivarais au sens large, et puis la Corse. Donc on a commencé en début de septembre. Donc en rouge, j'ai oublié de vous le dire, en rouge ce sont les situations où on a documenté des événements de précipitations convectives intenses. En jaune, ce sont des événements de pluie orographique, pluie peu développée sur la verticale, comme le cas de l'Hérault, là, probablement. Et puis, en vert, là, ce sont les situations de vent fort. Et en gris, c'était lorsqu'on s'ennuyait. Donc, on a fait de la validation d'instruments par journée de beau temps. Voilà. Non, c'est pas vrai, c'est pas quand on s'ennuyait, c'était prévu. Donc, on a commencé, là, autour du 11-12 septembre, là, à avoir un événement... un événement en Nord-Est Italie et Centrale Italie, donc avec des pluies importantes en Nord-Est Italie, mais avec des grêles, des inondations, et aussi en Croatie où il y a eu beaucoup d'inondations. Ensuite, on a eu la POI6. Alors la POI6 a concerné à la fois Nord-Est Italie, Ligurie Toscanie et puis la région Cévennes-Vivarais, avec des lignes de grains, donc avec des vents forts et des précipitations intenses, pas stationnaires mais intenses, donc de l'ordre de 60 litres par mètre carré en quelques heures. Et là, donc vous voyez par exemple ici, en bas la POI6, les dégâts qui ont été occasionnés en Nord-Est Italie, donc avec pas mal d'arbres au sol. Ensuite, on a eu la POI8. La POI8, ce sont les inondations en Espagne, au sud de l'Espagne, en Andalousie, Murcia. Et puis nous, on a étudié ça quand c'est remonté sur la région de Valence, puis le sud de la France. Donc c'était quand même des inondations très importantes qui ont fait 13 victimes en Espagne. Ensuite, on passe en octobre. Donc en octobre, il y a eu la POI 13. La POI 13, c'est la tornade à plan de campagne, donc au nord de Marseille, que vous voyez là. Et puis aussi, on a eu un système convectif très violent, avec beaucoup de vent, de précipitations sur le Var et les Alpes-Maritimes. L'aéroport de Nice a été fermé pendant quelques heures en soirée du dimanche 14 octobre. Ensuite, donc, on a eu la POI 14. La POI 14, c'est pour nous, c'était des pluies orographiques peu développées qui ont duré 3 jours, bien stationnaires, sur les Cévennes-Vivarais. Mais en même temps, la situation était bien stationnaire et on a eu les inondations de Lourdes. Donc nous, on n'a pas étudié les systèmes qui ont provoqué les inondations de Lourdes, mais par contre, on a bien documenté une partie du flux qui alimentait les précipitations sur Lourdes. Ensuite, on a eu, donc si on continue, la POI 16A. Donc la POI 16A, ce sont des systèmes convectifs qui ont concerné toute la région Cévennes et la partie Var, avec une inondation à Toulon qui a provoqué la mort de 2 étudiants. Et tout de suite après, on a eu un coup de vent de Mistral très fort. Donc là en dessous donc c'est le Napoléon Bonaparte qui prend l'eau dans le port de Marseille, et cet événement de vent fort aussi fait 2 victimes. Voilà. Donc c'était quand même une période où on a eu beaucoup d'événements
avec des forts impacts sur cette journée. Oui, tu peux avancer, s'il te plaît. Ça va être un peu long, celle-là. Donc, je vais vous parler des avions, les moyens aéroportés. En tout, on a fait 251 heures de vol. Alors, il y avait les 2 avions de l'UMS Saphir, qui a pour partenariat Météo France, le CNES et le CNRS, qui ont été impliqués dans cette campagne de mesure. Alors d'abord, l'ATR-42, là, que vous voyez ici en haut, qui avait pour mission de documenter le flux amont de basse couche qui alimente les systèmes précipitants, celui que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc lui, il est équipé d'un lidar vapeur d'eau, pour mesurer, avoir une vision des profils verticaux de la vapeur d'eau dans les basses couches, principalement au-dessus de la mer. Il a mesuré aussi les aérosols et les flux air-mer. Et ensuite, il y avait le Falcon, que vous voyez ici. Donc, lui qui avait pour mission d'aller dans les systèmes précipitants, de documenter la microphysique, les processus et la dynamique au sein des systèmes précipitants. Donc, pour ça, il avait à bord un radar nuage Rasta, beaucoup de sondes microphysiques, et il avait aussi la capacité de lancer des drop sondes en mer. Alors, vous voyez que ces 2 images qui ont été prises pendant la campagne sont de nuit, parce qu'une bonne partie des vols se sont réalisés la nuit. Les systèmes précipitants se déclenchant souvent aussi en fin d'après-midi. Et puis ici, donc vous avez, vous voyez, l'ensemble des 20 vols qu'a fait le Falcon de Saphir. Donc vous voyez qu'il est allé documenter des événements en Espagne, des systèmes précipitants en Espagne, en Italie et puis aussi en France. Et puis le dernier avion, c'était un avion allemand du Karlsruher Institut Technologie qui, lui, a fait presque une centaine d'heures au-dessus et autour de la Corse, qui donc avait comme instrument à bord des instruments qui permettaient de voir des mesures de flux air-mer et puis aussi des mesures de la composition de l'eau. Ici, on ne voit pas du tout l'animation, ce qui est dommage. Donc, j'avais là, sur cet exemple, une animation du vol Falcon de l'APOI 13 qui est allé documenter le système précipitant qui se trouvait au-dessus de l'aéroport de Nice, cette région-là, Alpes-Maritimes, Var. Et donc là, c'est les mesures du radar de nuage Rasta à bord du Falcon. Donc c'est vraiment dommage parce que on pouvait suivre. Donc là, le radar, il voit à la fois les nuages au-dessus avec 3 antennes et puis 3 antennes qui visent vers le bas. Donc il voit les nuages dessous. Donc ici, vous avez une évolution temporelle des réflectivités, des précipitations au sein de l'atmosphère. Donc le vol démarrait vers 17h et se finissait à 21h. Donc là, vous avez les séries temporelles. Donc là, c'est le décollage. On a largué des drop sondes ici, le long, donc sur la mer Méditerranée. Puis, on est passé sur le bord du système convectif qui concernait Nice. Donc, vous voyez ici les fortes valeurs de réflectivité, les fortes valeurs de précipitation. Et puis ici, donc derrière, on avait à nouveau un double système. Donc, on est allé aussi échantillonner. Puis ensuite, on est rentré. Voilà. Donc, c'est... Voilà, donc ensuite, je vais vous parler d'autres moyens aéroportés. Donc, on a lâché des ballons de couche limite au-dessus de la mer, une vingtaine. Alors, ces ballons de couche limite, ils font de l'ordre de diamètre de l'ordre de 2,50 m, donc vous voyez là en bas. Donc, et on les a lancés depuis Mahon afin de documenter donc les basses couches de l'atmosphère. Donc, vous voyez, on a eu des ballons qui sont partis dans le flux amont pour des événements qu'on avait sur la Catalogne, d'autres qu'on avait sur Cévennes-Vivarais et puis d'autres qu'on avait en région Ligure.
Ici, vous avez donc les mesures du ballon les mesures du ballon 30 qui étaient pour la POI 16A. Donc la POI 16A, hein, donc c'est les inondations de Toulon. Donc vous avez ici le système convectif qui a donné les inondations de Toulon, hein, avec une forme en V. Donc la trajectoire du ballon, on l'a là, ici à peu près. Hein, donc il a fait ceci. Donc avec une altitude donc il reste à peu près à 900 mètres, avec donc on voit d'abord une humidité relative assez importante qui va décroître un petit peu, donc il passe là dans l'air un peu plus sec, et puis qui augmente et qui oscille. Et donc là on voit vers la fin des oscillations parce qu'il est arrivé dans la partie qui était plus active, les cellules convectives avec des vitesses verticales. Voilà. Ensuite, il y a eu des radiosondages, beaucoup de radiosondages. Environ 700 radiosondages ont été lancés. Alors d'abord depuis des sites de recherche qu'on avait mis en place dans le cadre de l'expérience, donc à peu près la moitié des radiosondages, en Corse, à San Giuliano et Corté, et puis tout le long de la côte française, Vias, près de Sète, Candillac, Marseille et Fréjus. Ensuite, il y a eu des radiosondages qui ont été lancés depuis le Provence, qui était un bateau sur alerte, qui a fait 3 sorties pendant la campagne. Et là, en bas, vous avez la trajectoire d'un radiosondage. Alors, c'est la plus atypique. Hein. Donc, vous voyez d'abord le ballon qui est lâché depuis le Provence, ici, qui va monter jusqu'à une altitude de 7 km. Puis ensuite, il redescend jusqu'à 350 mètres, puis à nouveau, il remonte jusqu'à 9 km. Donc on avait donc ce qui montre que les radiosondages ne sont pas des profils verticaux comme les modèles pensent le voir. Voilà. Ensuite, au niveau des radiosondages opérationnels, on avait, grâce à un financement du programme européen METNET, la possibilité d'activer des radiosondages supplémentaires au réseau de 6h et 18h UTC. Donc, en général, les radiosondages sont faits au réseau de 0h et 12h. Et donc là, on pouvait demander un certain nombre de radiosondages aux heures intermédiaires, aux heures de 6h et 18h. Donc là, pour les points qui sont en fait, je ne sais pas si vous voyez, les petits points violets, je pense que c'est difficile à voir. Et on avait pour ça un outil qui était mis à disposition par le Centre européen de prévision météorologique, qui nous indiquait les zones sensibles où on pouvait penser qu'en demandant des radiosondages supplémentaires dans ces zones, on allait pouvoir améliorer la prévision à 2-3 jours, voire 4 jours suivants. Voilà. Pardon, je me suis trompée. En plus, c'est terrible si je me trompe. Alors, ensuite, je vais vous parler un peu des sites. Alors, on avait des instruments déployés en Centrale-Italie, Nord-Est Italie. Je vais vous parler plus particulièrement des 2 sites français. Donc, le site Cévennes Vivarais. Est-ce qu'il a avancé ? Donc, ce site Cévennes Vivarais, il avait à l'intérieur un super site à Candiargues. Candiargues, c'est c'est un village, une petite ville près de Montpellier. Voilà. Donc c'est ici où on s'était vraiment mis en amont pour avoir le flux juste avant qu'il arrive sur la région des Cévennes-Vivarais, afin de décrire le flux amont, avec donc un ensemble assez impressionnant d'instruments. Donc on avait un profileur de vent, des hydromètres, des radiomètres, des lidars, plusieurs lidars aérosol, lidars vapeur d'eau, des radars, des petits radars pointeur vertical, et puis des radars, un radar un peu plus gros, là le radar Tara. On avait aussi la possibilité de lâcher des radiosondages. Le centre des opérations pour la coordination de la campagne n'était pas très loin de ce super site, ainsi que les avions, puisqu'ils étaient basés à Montpellier. Ensuite, on avait ajouté des profileurs de vent
qui sont encore en fonction. Donc un profileur de vent pour les basses couches essentiellement, la moyenne troposphère, donc à Perpignan, à l'île du Levant. Et puis un profileur aussi qu'on avait rajouté, lui qui avait plutôt plus la haute troposphère, donc la région de Péralate. Ensuite, dans le Gard et l'Ardèche, on avait plusieurs radars. Un radar mobile, le radar de la Noix, donc qui est venu des États-Unis en bateau, donc vous l'avez là. Et puis un radar suisse et aussi deux autres petits radars du LAMP de Clermont-Ferrand. Et puis un certain nombre d'instruments, de dihydromètres et de micro-rain-radar, donc pour mesurer la taille des gouttes, des gouttes de pluie. Donc un peu éparpillé un peu dans toute la région, ainsi qu'aussi des capteurs GPS. Les capteurs GPS pour avoir une information sur le contenu intégré de vapeur d'eau. Et puis, dans le Gard et l'Ardèche, on avait 2 bassins versants instrumentés. Le bassin du Gard, avec des petits bassins beaucoup plus instrumentés, et puis le bassin de l'Ardèche. Et donc, sur ces bassins, on avait la possibilité de faire des mesures de débit sur alerte avec ce type de système, donc des radars, pas pour flasher les voitures, mais pour flasher les rivières. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter quelques exemples d'observations que l'on avait sur ce site. Un instrument dont je viens juste d'oublier de vous parler, mais qui est très important, c'est le Lightning Mapping Array. Donc ça, c'est un instrument, une technologie qui vient des États-Unis, qui est donc les chercheurs américains étaient sur place pour déployer cet instrument avec le laboratoire d'aérologie et le LERMA de l'Observatoire de Paris. Cet instrument est assez innovant dans la mesure où il nous donnait la densité d'éclairs sur toute la région du sud de la France pratiquement. Donc il nous donnait quelque chose qui était beaucoup mieux résolu que ce qu'on peut avoir avec les systèmes de détection d'éclairs par exemple Météorage. Sur l'horizontale, c'est ce qu'on a d'habitude, donc cette projection XY, là dans le plan XY, mais aussi on a la distribution verticale. Donc ce que vous avez ici, c'est la projection dans le plan, dans ce plan ici, de la densité d'éclairs, et puis ici, c'est la projection dans ce plan ici. Donc ça nous permet de voir, pardon, là, voilà. Donc, ce qui nous permet de voir la distribution verticale de ces éclairs, voilà, avec deux pics, une autour de 4 km et puis une qui va se retrouver plutôt à une dizaine, 10 km. Donc ça, c'est la situation de la tornade à plan de campagne qui s'est passée ici vers 14h TU, 16h locales. Donc vous pouvez voir aussi, ça ne fait en fait que 3 quarts d'heure, le nombre d'observations que l'on a. Donc ça, c'est vraiment je pense qu'on va faire de gros progrès avec cet instrument. Connaissance des systèmes précipitants, aussi bien pour la microphysique que les phénomènes d'activation, d'électrification. Donc ça, c'est la réflectivité radar de la tornade, qui sont associés à la tornade. Donc on peut avoir une forme en crochet un peu classique, typique des supercellules. Et puis je voulais vous montrer aussi un autre instrument qui était très bien placé aussi pour l'observation de cette situation orageuse avec donc le profileur de vent qu'on avait installé à l'île du Levant. Voilà, on voit des renforcements des vents dans l'après-midi.
Un autre exemple, donc ici c'est la POI6. La POI6, c'est la ligne convective qui a balayé donc le sud de la France. Vous avez ici les réflectivités. Données par le radar de Météo France à Nîmes. Donc on voit bien cette ligne convective très fine, très intense. Donc c'est les précipitations. Donc le radar de Nîmes est là. Et puis on avait là pour ces deux autres radars, le radar MX-Pol de l'EPFL, le radar suisse. Donc lui, c'est une autre longueur d'onde, donc il voit moins loin, mais plus finement. Donc on retrouve ici les réflectivités pour cette partie-là. Donc on a un détail plus important. Et puis on a aussi là les vitesses radiales, donc avec des mesures de vent qui vont jusqu'à 150 km/h. Il faut savoir qu'on a eu pour ce cas-là des rafales de l'ordre de 100 km/h. Et puis ici, on avait le radar Tara, celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, les grosses bols, peut-être les gros bols. Voilà. Ce radar est venu de l'université de Delft, du Pays-Bas, et donc lui, il voyait aussi des choses un peu différemment. Et notamment, il voit la turbulence à l'interface, donc les mouvements à l'interface au passage de l'extrémité de cette ligne. Voilà, on va passer à la suivante. Le site corse. Alors le site corse, on avait une implication très forte des Allemands en Corse, avec donc 2 sites instrumentés par eux, à Corte et à San Giuliano, avec des lidars, donc qui vont mesurer la vapeur d'eau, les aérosols, des radars nuages, des stations pour mesurer les flux à la surface, des radiomètres micro-ondes pour mesurer la température, l'humidité. Ils avaient aussi la capacité de lancer des radiosondages. Et il y avait aussi basé à Solenzara, donc la base militaire, leur avion qu'on retrouve ici. Et puis dans la partie sud, donc là, on a installé 2 profileurs. Donc c'est le laboratoire d'aérologie ici sur Toulouse qui a installé un radar UHF et un radar VHF afin d'avoir le profil de vent sur toute la verticale. Donc là, c'est pareil. L'animation marche, là. Lentement, mais marche. On avait aussi déployé des moyens à la mer, donc avec 4 gliders. Alors, les gliders, c'est ces petits sous-marins, là. Ce petit sous-marin, vous voyez ici, jaune. Qui va explorer les 1000 premiers mètres de l'océan et fournir des profils donc, de température, de salinité et d'oxygène. Ensuite, on avait largué des bouées marissondes et des flotteurs Argo afin de décrire les conditions à la surface de température, de salinité et aussi dans la couche limite océanique avec les profileurs Argo. Et puis ensuite, on a eu une campagne de mesure à la mer avec le navire de recherche le Tétis, afin aussi de faire des profils océaniques pendant le mois de septembre sur la Méditerranée nord-occidentale. Un bateau sur alerte qui est sorti 3 fois pour faire des mesures en amont des systèmes précipitants, donc lâcher des radiosondages, mettre à la mer le houlographe là que vous avez pour mesurer la houle et réaliser des profils océaniques. Et puis on a aussi équipé un bateau d'opportunité c'est un bateau commercial qui fait une ligne régulière Marseille-Alger avec des mesures de température et de salinité. Et puis aussi, pour le programme IMEX, on a ajouté des capteurs sur les 2 bouées Météo France, Azur et Lyon, et donc des capteurs précipitation, rayonnement, et aussi une chaîne qui va jusqu'à 250 mètres de profondeur avec des capteurs température, salinité. Voilà.
Alors, la coordination de la campagne. Pour pouvoir déployer ces moyens sur alerte, il nous fallait un centre de coordination assez important. Alors, on a fonctionné, le centre des opérations était situé dans un camping à la Grande Motte, à proximité de la base des avions qui était à Montpellier. Et donc, on était en visioconférence tous les matins avec les scientifiques et les prévisionnistes, donc en Italie à l'Aquila, à Minorque à Palma, en Corse à San Giuliano et à Toulouse et aussi à Mahon pour le site de lâcher des ballons, Mahon à Minorque. Et là, on avait les prévisions météorologiques qui étaient réalisées par des prévisionnistes de Météo France, une petite dizaine qui se sont relayés. Et aussi, il y avait des compléments qui étaient apportés par les prévisionnistes des centres ancres de l'Aquila et de Palma en Espagne. Le prévisionniste avait aussi accès à la station Synergie, là, comme Joël tout à l'heure a fait. Et puis, il y avait possibilité de visualiser donc les modèles opérationnels du Centre européen de Météo France, mais aussi il y a beaucoup de modèles qui ont tourné, des modèles de recherche qui ont tourné en temps réel aussi pour la campagne. En tout, on a eu à peu près 25 modèles qui tournaient. Donc, c'était particulièrement nécessaire d'avoir ces prévisions parce que le challenge était quand même très important. Vous n'avez pas vu tout à l'heure l'animation, mais le vol qu'on avait réalisé, par exemple le dimanche soir là pour le système sur Nice, convecté sur Nice, il avait fallu prévoir la localisation et la tranche horaire de décollage le vendredi. Donc c'était bien prévu. Alors ensuite, je vais vous parler un petit peu de la SOP2. Alors la SOP2 était dédiée à la formation d'ondances dans le golfe du Lion. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ce phénomène ? Ça va venir. Voilà. Donc, en fait, là, ça se passe à la fin de l'hiver, mais on est encore dans des conditions où la température de l'air est supérieure à la température de la mer, parce que dans ces conditions-là sont atteintes quand on a le Mistral ou la Tramontane, qui en hiver sont froids et secs, refroidissent la surface de la mer, évaporent. Donc on va avoir de l'air plus dense, plus lourd à la surface, qui va déstabiliser la colonne d'eau et qui va amener donc un brassage, déclenchement de la convection et un brassage vertical de toute la colonne d'eau. C'est le même principe que pour l'atmosphère, la convection atmosphérique qui est à l'origine des orages. Voilà. Si on peut faire un schéma. Donc, les événements de la SOP2 qu'on a eu. Alors, pendant la SOP2, on a eu 8 épisodes de vent fort, c'est-à-dire à peu près 15 jours avec des vents supérieurs à 30 nœuds enregistrés à la bouée Lyon. Donc ça, c'était vraiment des conditions propices à la formation d'eau dense et de convection océanique. Et on a bien eu donc de la formation d'eau dense et de la convection océanique. Donc ça, c'est les images couleur de l'eau. Donc ça vous indique un peu la zone de convection. Donc ça, c'était en début de campagne, le 4 février, la campagne démarrant le 1er février. Et puis là, on a une succession d'événements qui a amené à avoir donc de la convection océanique, la formation d'eau dense sur toute cette région, avec donc un brassage qui atteint le fond de la mer Méditerranée. Alors c'est pas tout le temps, hein. Il y a des années où, par exemple en 2008, ici, on n'avait pratiquement pas de convection océanique, et puis d'autres années où on a à peu près la même étendue. Alors cette convection océanique, cette formation d'eau dense, elle est importante parce que elle apporte un brassage et donc elle remonte des nutriments du fond vers la surface. Donc il y a un impact important sur les écosystèmes marins. Et puis c'est aussi important parce que cette formation d'eau dense, c'est ce qui pilote toute la circulation dans la mer Méditerranée.
Donc elle va ensuite se disperser et donc on a cette circulation en Méditerranée qui se met en place. Donc la zone du golfe du Lion, de formation d'eau dense du golfe du Lion, c'est la plus importante, mais on en a d'autres dans le bassin. On a 3 autres aussi un peu moins importantes, mais qui sont quand même qui jouent un rôle. Je pense que j'ai dû... Alors, elle était d'ampleur... la SOP 2 était d'ampleur plus limitée que la SOP 1, hein, déjà en termes d'extension spatiale, puisqu'on était intéressé par un phénomène qui avait lieu dans le golfe du Lion et pas ailleurs. Donc on a concentré les moyens sur cette zone du golfe du Lion en déployant une quinzaine à nouveau de bouées dérivantes, marissondes, SVP, des flotteurs Argo, mais des flotteurs Argo qui, eux, avaient la capacité de remonter plus rapidement à la surface que ceux qu'on avait mis en septembre. Et puis, donc, et on en avait rajouté beaucoup. Donc, on avait une zone bien échantillonnée. On avait aussi plusieurs gliders qui ont fait donc ces trajectoires là en étoile afin de décrire au mieux la zone de convection. Et puis, le forçage atmosphérique. On le décrivait avec deux moyens. Donc l'ATR-42 qui avait lui pour mission de mesurer les flux air-mer, et il avait aussi à bord un radar à vagues, le radar à vagues Kouros, qui a permis de mesurer aussi l'état de la mer. Et puis des ballons de couche limite qui étaient non plus lancés de Minorque, mais cette fois-ci de Montpellier, puisqu'on était en situation de Mistral ou de Tramontane. Et puis des radiosondages qui ont été aussi lancés depuis Marseille ou de Candiargues. Voilà. C'était pas des conditions de nuit, mais pour l'avion, c'était pas toujours non plus évident, puisque ils sont rentrés plusieurs fois avec le pare-brise complètement opaque, lié au fait qu'on a beaucoup d'aérosols par vent fort, et comme on fait des flux juste au-dessus de la mer, voilà. Ensuite, il y avait plusieurs navires qui sont intervenus pour réaliser des observations. Tout d'abord, un navire, le Suroît, qui a fait des profils sur des stations. Hein, vous avez ici son trajet. Deux legs du navire de recherche TIS 2 et puis aussi du Provence. Tout ça, c'était afin d'avoir des profils océaniques. Et puis, on avait aussi le Marfret Niolon. J'espère que je n'ai pas avancé. Et puis aussi, je voulais dire, voilà, il y a beaucoup d'observations, mais il y a aussi de nombreux modèles. En particulier, on avait des modèles atmosphériques, mais aussi des modèles océaniques et des modèles hydrologiques. Donc là, je vous ai mis juste un petit extrait. Là, en haut, c'est le modèle Arome, mais c'est pas le modèle Arome que Joël vous a présenté. C'était une version DJ qui tournait en temps réel, qui couvrait toute la Méditerranée occidentale en temps réel et qui allait à l'échéance de 2 jours pour cette problématique de programmation des avions. Donc il a tourné pendant la SOP 1 et la SOP 2. Pendant la SOP 2, il a fourni le forçage à un modèle océanique de recherche, modèle Symphonie, hein, de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Donc, et vous voyez ici donc, la zone de formation d'eau dense qui est bien représentée par ce modèle. C'est la densité de surface que vous voyez comme champ. On a aussi profité de cette expérience pour mettre en place un prototype de la prévision d'ensemble à Rome, donc qui est prévu pour 2014-2015 en opérationnel. Donc, ça me permet pour nous de l'évaluer dans un contexte réel ou ensuite avec les observations de la campagne. Et cette prévision d'ensemble à Rome était coupée à une prévision d'ensemble du modèle hydrologique top modèle. Donc là, c'est la prévision des débits pour le Viredour, pour dans le cas de la situation là, des inondations sur Toulon, du 26 octobre 2012. Donc vous avez là en rouge le débit moyen des membres et puis l'enveloppe là
entre les deux traits noirs. Et puis là, vous avez le débit quand on utilise la prévision du modèle Arom-Westmed. Voilà. Et maintenant, après tout ça, donc, place à l'exploitation. Ça va nous donner des années de travail. Tout d'abord, avec la validation et la vérification des modèles de prévision et de climat régional. La réalisation de réanalyses avec toutes les observations récoltées pendant les campagnes. Alors les observations de recherche, mais aussi on a récolté aussi des observations opérationnelles qu'on a des fois du mal à avoir. Par exemple, les données italiennes ou les données espagnoles. Pour les Français, on les a pas nécessairement à haute résolution. Des données pour mieux comprendre les processus dans l'atmosphère, les processus océaniques et les processus hydrologiques. Et puis aussi tout ça en espérant pouvoir améliorer les modèles. En particulier la modélisation des processus microphysiques, de la convection atmosphérique, océanique, de la turbulence, des transferts d'eau. Et puis aussi il y a un volet important qui est l'assimilation de données. L'assimilation de données au-dessus de la mer et dans les zones précipitantes et nuageuses, c'est là où on a encore pas mal d'incertitudes. Et puis aussi offrir la possibilité d'assimiler de nouveaux types d'observations comme des paramètres radars ou même, pourquoi pas, l'électricité atmosphérique. Voilà. Et puis la phase d'observation renforcée se poursuit avec à l'automne prochain à nouveau des mesures sur les bassins versants instrumentés du Gard et de l'Ardèche. Voilà. Merci, je suis vraiment désolée de ces conditions d'exposé. C'est vraiment passionnant. Tu as parlé beaucoup des moyens et on va enchaîner sur les questions. Moi, j'en ai une toute première parce que la première question, on ne la trouve jamais, donc je l'ai préparée. Ça représente à peu près combien de techniciens ingénieurs qui ont travaillé sur un tel programme ? Il y a à peu près 300 scientifiques. Il y a à peu près 300 scientifiques qui étaient impliqués, y compris techniciens et ingénieurs. D'accord. Donc, il y a une bonne proportion d'ingénieurs et de techniciens. Il n'y a pas que des chercheurs. Je pense que ça devait être dit parce que c'est quand même, ça mobilise des équipes de recherche. C'est extrêmement important. Est-ce qu'il y a la seconde question donc, qui arrive très vite ? Voilà, il y a même la troisième, ça marche très bien. J'ai travaillé plusieurs années sur le sujet. Bonsoir. Que mesure un ballon radio-sonde ? Que mesure un ballon radiosonde ? La température, non pas tout ce qu'on veut, mais des paramètres très importants pour la température, l'humidité, le vent et la pression. Le vent horizontal. Radiosonde parce qu'il communique par radio ? Oui, maintenant c'est plus. Absolument. Ça n'a pas été dit, mais ça devrait être rappelé à chaque fois. On appelle ça aussi, normalement, pour que le grand public le connaisse, on appelle ça des ballons-sondes. Est-ce que c'est un projet européen ou qui finance ? Alors, j'avais le dernier transparent. Voilà. Alors, c'est un projet international. Il y a à peu près 20 pays, des chercheurs de 20 pays impliqués. Alors au niveau financement, c'est comme beaucoup de projets, et surtout des projets qui ont cette dimension, c'est multifinanceurs. Donc des financeurs français, c'est une bonne partie, mais aussi on a des financeurs allemands, des Américains qui ont participé, Pays-Bas, les Allemands, les Italiens. Les Américains. Oui, les Américains. Voilà. On a été aussi financé par le programme METNET pour les radiosondages. Et puis voilà, on conduit ce programme sous l'ombrelle, on peut dire comme ça, je ne sais pas, du programme de recherche sur le climat mondial de l'OMM et aussi sur la prévision du temps. Et donc, plus le logo est petit, plus la participation est forte. Non, c'est juste une question de place. Ah bon, d'accord. Il en manque quelques-uns, mais vous ne le verrez pas. Bien, une autre question ici au fond de la salle. Très
rapidement, je ne sais pas ce que c'est que la microphysique. Voilà. Ah, la microphysique. Véronique, Oui. Ah. c'est à toi. Microphysique, c'est tout ce qui va être la formation des précipitations. Donc les gouttes de nuages, d'eau, les gouttes de pluie, les cristaux de glace, la neige, le grésil, voilà. Et c'est les processus microphysiques, c'est comment la vapeur d'eau se transforme en nuage, glacé ou pas. Et puis il y a aussi, comme fait remarquer Joël, il y a les aérosols qui rentrent en ligne de compte, comme nos noyaux de condensation. Voilà. Pardon ? Absolument, ce qui est naturel et anthropique. Je rajoutais en aparté ce qui est naturel et anthropique. D'accord. Une autre question peut-être. Il y avait eu dans la série des conférences une explication sur la microphysique des nuages où Jean-Louis Bringuet nous avait révélé la forme des gouttelettes d'eau dans un nuage. Elles sont aplaties. Oui, bonsoir. Juste, vous avez parlé en introduction qu'il y avait un aspect également socio-économique sur cette étude-là. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que c'est à l'issue des résultats qu'il pourrait y avoir un impact, on va dire, une application, on va dire, dans ce domaine-là ? Alors, on a des chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur le volet mobilité des personnes en situation de crue rapide. C'est-à-dire, par exemple, que font les personnes quand on leur annonce qu'il y a une alerte orange crue ou rouge, voilà, quels sont leurs comportements. Ensuite, on a aussi des chercheurs qui travaillent sur comment cette alerte est transférée entre les prévisionnistes de Météo France, la sécurité civile, les médias locaux, les maires. Et on a aussi des chercheurs qui travaillent sur la mobilité résidentielle. Donc ça, c'est nouveau. C'est-à-dire, est-ce qu'on va plus ou moins construire dans une zone qui est inondable si on sait qu'elle est inondable. Voilà. Bon, ça. J'ai quelques résultats, mais l'année dernière, je crois il y a 2 ans, on avait eu une conférence par quelqu'un de Grenoble. Isabelle Ruin. Oui, chercher son nom, mais j'arrivais plus à me rappeler. Et qui nous démontrait que, en fait, la génération 40-45 ans, quelle que soit la couleur de la vigilance, allait du point A au point B. Donc il n'y avait pas d'impact direct. Et ça faisait partie, malheureusement, contre vents et marées, ça faisait partie, malheureusement, des victimes. Que les deuxième catégorie de victimes, c'était au-delà de 70 ans, parce que le pain, il faut aller le chercher à 8h15. Et donc, quoi qu'il se passe, on va chercher le pain à 8h15. Donc ça fait partie de la deuxième catégorie de victimes. Et finalement, le moins de victimes, c'était dans la tranche des plus jeunes, où il y avait une meilleure information, une meilleure compréhension, en tout cas, du danger, quoi. Et il y a une catégorie de victimes aussi, c'est les propriétaires de 4x4. Oui, propriétaires de 4x4 qui s'imaginent... D'ailleurs, il y en a eu un à Béziers, il n'y a pas longtemps, ce week-end. Il faut savoir, elle nous a dit en plus que les expériences montrent que quand il y a un gué avec du courant, il suffit qu'il y ait 15 à 20 cm d'eau au-dessus du gué pour que le véhicule soit emporté. Ce qui paraît très peu, mais donc la personne qui a un 4x4 s'imagine forcément qu'elle va passer de l'autre côté. Et malheureusement, quand elle est au milieu, elle est emportée par le 4x4. Ce qui n'était pas le cas de la personne qui est partie à Perpignan, puisque malheureusement, elle avait qu'une petite voiture. Donc là, c'est une dizaine de centimètres seulement. Alors que les gens avaient mis les barrières sur le gué. Mais elle faisait partie de la tranche des 40-45, elle devait aller du point A au point B, quoi. Donc voilà. Ok, les questions fusent et tant mieux. On continue. Monsieur a déjà eu sa question, donc je vous donne le micro. Je voudrais savoir ce que c'est que l'eau dense et à quoi ça sert. Les eaux denses. Les eaux denses. Véronique. C'est de l'eau qui va être à la surface plus lourde en fait. Voilà. Quand on évapore, on refroidit la surface
Et voilà, la densité augmente. Et aussi, comme on évapore, la salinité augmente. Donc c'est ces eaux-là qui sont plus denses que l'eau qui est en dessous, qui est moins dense, qui vont, voilà, on va vouloir refaire l'équilibre. Voilà. Et on va plonger jusqu'au fond. Pardon. Est-ce que ça fait partie aussi du phénomène d'upwelling où il y a transport d'une partie? C'est mécanique. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est mécanique. C'est mécanique. Hein, D'accord. C'est le donc, choc oui, sur oui, les. c'est différent. Il y a aussi donc là, il y a la formation d'eau dense dans le golfe du Lion, là où on est profond, mais aussi on a de la formation d'eau dense sur le plateau et qui vont couler vers ces régions dans les canyons, donc ce qu'on appelle le cascading, voilà, dans les canyons sous-marins. Véronique, dans les collèges, moi j'explique ça avec la tasse à café. Je dis que pour refroidir le café de la tasse à café, il vaut mieux souffler dessus que touiller avec la cuillère. Il faudra me faire une étude là-dessus. C'est à vous, monsieur. En début de présentation, vous avez bien insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une étude couplée. Et tout compte fait, je me rends compte que je n'ai pas compris ce qui était couplé. Est-ce que c'est une étude maritime-air? Est-ce que c'est une étude terre-mer? Le couplage concernait quoi? Les trois, en fait. C'est vrai que je n'ai pas été explicite là-dessus. En fait, dans les événements de précipitations intenses, par exemple, la mer Méditerranée, elle joue un rôle important. Mais ce n'est pas que la température de surface qui est importante, c'est aussi le premier kilomètre de la mer Méditerranée. Pour l'évaporation, cette évaporation, elle va dépendre plus ou moins de la température, des conditions de cette couche océanique. Voilà. Donc là, il y a un forçage vers l'atmosphère. De l'autre côté, donc, pour les précipitations intenses, par exemple, on a les précipitations qui peuvent apporter de l'eau douce à la mer Méditerranée. Et ça a un impact aussi sur la circulation océanique. Voilà. Ensuite, si on regarde l'aspect continent, atmosphère-continent, il est évident entre les pluies intenses et les crues rapides. Voilà. Et ensuite, les crues rapides, les fleuves, quand ils se jettent à la mer, apportent à nouveau de l'eau douce à l'océan, plus aussi de la matière. Bon, il y a des phénomènes, je ne vais pas rentrer. Donc c'est ça, couplé pour les précipitations intenses. Pour la formation d'eau dense, c'est pareil. On a aussi l'atmosphère qui impacte fortement sur la formation d'eau dense, sur la mer Méditerranée, mais aussi on a les rivières qui contribuent aussi à cette... alors c'est pas de la formation d'eau dense, en ce cas-là, c'est plutôt, ils vont contre la formation d'eau dense. Voilà. Donc on a aussi un aspect couplé. Voilà. Entre les trois compartiments, la mer, l'atmosphère et les continents, rivières. Une autre question. Oui, je voulais savoir par rapport à la région qui a été étudiée, c'est-à-dire le nord-ouest de la Méditerranée, est-ce qu'il est envisagé, ou j'ai peut-être pas bien vu en début de présentation, si cette étude va porter sur tout le bassin méditerranéen? Alors en fait, la période d'observation longue porte sur tout le bassin méditerranéen. Les simulations climatiques régionales portent sur tout le bassin méditerranéen. Le suivi en eau aussi, la ressource en eau aussi. Par contre, en ce qui concerne les campagnes de mesure, on est obligé de focaliser. Et on s'est mis là sur la région au nord-ouest Méditerranée, parce que c'est là où on a quand même le plus d'événements, sur une période courte, donc c'est pour ça. Ensuite, il n'est pas exclu qu'on ait d'autres campagnes de mesure dans la seconde phase du programme, soit en Afrique du Nord, soit plus à l'est, en Adriatique ou en Grèce. Question, monsieur? Non? Oui, j'avais une question sur les circulations en Méditerranée. Là.
Bon, alors je suppose que les modèles océanographiques sont couplés au modèle atmosphérique, mais quelle est actuellement, enfin, quelle est un peu les échéances prévisibles des mouvements océaniques, hein, parce que, disons, quand on parle du Pacifique, de l'Atlantique, donc les constantes de temps des océans sont un peu plus grandes, hein. On arrive à faire des prévisions d'El Niño sur plusieurs mois. Alors, qu'en est-il de la Méditerranée, ou est-ce que la prévisibilité sur la Méditerranée est liée à la prévisibilité de l'atmosphérique, hein? Voilà un peu ma question. Est-ce que la mer apporte un peu à la prévisibilité, quoi, ou pas? Belle question. Ah, la prévisibilité atmosphérique ou la prévisibilité océanique. Les temps sont plus longs en Méditerranée, voilà, En fait, quel est l'état finalement de la prévisibilité des courants méditerranéens? Voilà. Moi, je ne suis pas océano, donc j'ai du mal. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant la campagne de mesure là qu'on a eue, les modèles océano actuellement simulent très différemment cette zone de formation d'eau dense, sachant qu'ensuite, elle pilote quand même beaucoup la circulation thermohaline, la circulation dans la Méditerranée. Donc, voilà. Une autre question, parce qu'il faudra quand même que les gens aillent bûcher un peu sur... qui est-ce qu'il y a ici? Oui, je voulais savoir si vous aviez pris en compte, je suppose, les observations dans satellite, dans les différentes campagnes. Et puis une autre petite question, c'est parmi toutes les observations que vous faites, est-ce qu'il y en a qui ont plus d'importance que d'autres par rapport au modèle? Oui, alors observation satellite, donc on avait accès à toutes les observations satellites que l'on a en opérationnel, donc c'est bien sûr pris en compte, c'est assimilé dans les modèles que l'on utilisait. Ensuite, on a aussi demandé l'accès à avoir les rapid scans, d'avoir une fréquence plus importante pour Météosat. Voilà. Alors, les observations les plus importantes pour les modèles, c'est difficile à dire comme ça. Pour la simulation de données, je pense qu'actuellement, on a encore des difficultés avec les satellites, en particulier au-dessus de la mer, dans les basses couches. Avoir une information dont on arrive à bien exploiter cette information. Ensuite, aussi l'information dans les zones nuageuses et précipitantes. On a encore du travail à faire pour la simulation des données satellitaires dans ces zones-là. Je pense 2 points pour la simulation. Après, pour la modélisation, par exemple pour les paramètres, pour les processus microphysiques, la représentation des systèmes précipitants, on sera beaucoup plus intéressé par les mesures qui ont été faites par les avions dans ces systèmes pour comprendre les mécanismes de formation de ces systèmes. On sera sûrement plus intéressé par à la fois ces mesures-là, mais aussi les mesures qui ont été faites par les lidars vapeur d'eau pour nous donner le contenu en vapeur d'eau dans les basses couches. Donc c'est difficile de dire il y a des observations plus importantes que d'autres. Juste par rapport au Médicane, ces phénomènes donc, de dépression à cœur chaud sur la Méditerranée, je crois qu'il n'y a pas eu ça cette année, en tout cas sur la Méditerranée. Est-ce qu'il y a un programme particulier qui permettrait de mieux comprendre en tout cas le développement de ces systèmes et leur évolution? Alors, il n'y a pas de programme, mais
enfin, il n'y a pas cet objet d'étude ne fait pas partie spécifiquement d'IMEX, mais le travail que l'on fait autour de l'amélioration des modèles de prévision, mais aussi des modèles de climat pour représenter les systèmes précipitants, contribue aux recherches qu'on peut faire sur ce type d'événement. Après, c'est mettre en place une campagne d'observation pour un événement très ponctuel, enfin très ponctuel dans le temps. C'est voilà. Ok, on va prendre encore une ou deux questions et il est déjà 20h. C'est à vous, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, une question d'un néophyte. Vous parliez tout à l'heure de 3 éléments, l'eau, la terre et l'air. Une question m'est venue en me posant la question du feu. Et en particulier, est-ce que des incendies importants, comme on a pu connaître en Catalogne cet été, ou bien avec un retour d'expérience comme d'incendies très importants aux États-Unis ou en Australie, ce type d'incendie pourrait-il avoir des incidences locales en termes de climat ? Alors, je sais pas, en termes, ça peut avoir peut-être un impact au niveau des aérosols et des noyaux de condensation. Mais ça, ensuite, ça peut avoir un impact par rapport au ruissellement. On n'a plus la même surface, donc quand on a des pluies intenses, on peut avoir plus de ruissellement sur ces zones qu'on avait auparavant. Après, je ne connais pas d'études qui regardent l'impact. Ah oui, et puis il faut le faire en mode long, en mode climatique, quoi. Donc il faut... Et la dernière question, qui veut poser la dernière question? S'il n'y en a pas, on va rendre l'antenne. Nous aurons donc un prochain rendez-vous. On n'est pas trop pressé ce soir parce que je crois qu'il y a une bonne partie du périphérique qui est encore bouchée à l'instant. Donc ça promet. Ceci étant, donc, on se donne rendez-vous le 18 avril. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans cette salle. On sera peut-être de retour dans la salle d'Altaïr. Et en tous les cas, je vous invite vraiment à retenir cette date sur l'agenda, puisque vous voyez que l'expérimentation passionne. Les scientifiques font des campagnes absolument spectaculaires avec des instruments qui sont de plus en plus fiables et qui vont vraiment impacter toute la société et surtout la connaissance. Donc je vous remercie tous. Excellent week-end et joyeuse Pâques.